Swami Vivekananda a dit que la différence entre une personne ordinaire et une personne exceptionnelle réside dans leur capacité à se concentrer. La question sur laquelle il s'est longtemps attardé est « Comment enrichir notre vie ?» Il a dit « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos expériences. » Je le répète une fois. La qualité de notre vie, au jour le jour, minute par minute, ce que nous vivons là maintenant. Plus la qualité est bonne, mieux nous nous sentons dans notre vie. Donc la qualité de ma vie dépend de la qualité de mon expérience. Et sa thèse est simple. De quoi dépend la qualité de notre expérience? Il a dit qu'elle dépend de la concentration, de l'attention et du focus. Il y a tant d'histoires sur Swami Vivekananda. Ceux qui ont lu sa biographie savent que son disciple, Sharat Chandra, un jour l'a trouvé en train de lire l'Encyclopédie Britannica. Et si vous voyez l'ancienne collection, c'était énorme. Les livres étaient là et Swami Vivekananda était en train de les lire. Et ce disciple vient et lui demande « Maître, il y a trop de livres, des livres énormes. C'est impossible pour un être humain de les finir en une seule vie. » Et Swami a répondu « Que dis-tu? J'ai déjà parcouru 9 volumes et je suis sur le 10e. Tu peux me poser des questions sur n'importe lequel des 9 premiers. » Donc, Sharat Chandra prend ensuite un des livres au hasard et lui pose des questions aléatoires. Et Swami répond à celle-ci avec une précision parfaite, dans les moindres détails, virgules et points inclus. C'était incroyable. Il demanda ensuite à Swami Vivekananda « Comment est-ce possible ?» Et Swami dit « Avec la concentration et la pureté, c'est possible pour n'importe qui. Tout le monde a cette capacité. Il y a des moments où vous êtes complètement absorbé dans votre travail, que vous lisiez ou fassiez des recherches en laboratoire, peu importe. Vous êtes totalement plongé dans ce que vous faites. C'est difficile et exigeant, mais il y a un état de flow naturel. Parfois, vous ne ressentez pas ce flow. Vous luttez. Et d'autres fois, vous vous ennuyez. Je veux dire, vous ne luttez pas, mais c'est trop facile. Et vous savez ce que vous faites, c'est juste mécanique. Mais parfois, il y a un flow qui se manifeste. C'est le mot qui est utilisé, flow. Et nous allons explorer ça plus en profondeur. C'est important. C'est là que ça commence. Ne prenez pas ces chiffres trop littéralement. Mais ce qui a été mis en avant ici, c'est que notre capacité cognitive est limitée. Nous n'avons pas une capacité cognitive infinie. Nous avons une capacité cognitive limitée. Et ici, on utilise des termes de technologie de l'information, TI, pour estimer ce que pourrait être notre capacité cognitive. Et cette estimation est la suivante. Ça dit que nous pouvons traiter environ 7 unités d'information, des bits au sens informatique du terme. Donc 7 bits d'information à la fois. Et ça dit qu'il faut un 18e de seconde pour passer d'un bit d'information à un autre. L'idée de base, il n'y a qu'un chiffre que vous devez retenir ici. Cela nous montre qu'approximativement, notre capacité à absorber de l'information venant de l'extérieur, que ce soit en voyant, en entendant ou autre, est d'environ 126 bits par seconde. 126 bits par seconde. C'est notre capacité à absorber de l'information. Si vous faites le calcul, cela revient à environ 7560 bits par minute, soit environ un demi-million par heure. Et si vous restez éveillé pendant 16 heures par jour, cela fait environ 185 milliards de bits d'informations pour une vie de 70 ans, et ainsi de suite. Cela peut sembler énorme. Mais en réalité, c'est en fait très limité. Notre capacité à traiter les informations est vraiment très restreinte, et voici un exemple. Donc, vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Et sur ces 126 bits de capacité de traitement d'informations que nous avons tous, de ces 126 bits, vous en utilisez environ 60 par seconde simplement pour m'écouter et comprendre ce que je vous dis. C'est pourquoi il est très difficile d'écouter si 2 personnes vous parlent en même temps. Vous n'arrivez pas à tout comprendre et c'est même irritant. Et si 3 personnes vous parlent en même temps, c'est juste impossible. Vous ne pouvez pas comprendre ce que chaque personne dit même si vous essayez. La raison est que, à 60 bits par seconde, 3 personnes qui vous parlent nécessiteraient 180 bits, ce qui dépasse largement la capacité humaine d'absorption et d'assimilation. De ce fait, ça nous indique que cette capacité, c'est ce que nous avons, d'un moment à l'autre, seconde après seconde. C'est la capacité cognitive que nous avons, tous, plus ou moins. Ne prenez pas ces 126 bits comme un chiffre absolu. Cela pourrait être 150 ou peut-être 100, cela dépend de la façon dont il a fait les recherches. Mais le principe, c'est que nous avons une bande passante très limitée. Gardez bien ça à l'esprit. Donc, à l'école, quand l'enseignant crie « Soyez attentifs », c'est littéralement vrai. Chaque élève dispose de 126 bits par seconde, qu'il ou elle peut accorder à l'enseignant, à ses camarades et à d'autres éléments dans l'environnement
Alors quand l'enseignant dit « soyez attentif », il ou elle veut plus de vos 126 bits par seconde. Voilà l'idée de base. Qu'est-ce que la concentration alors? Définie par la psychologie positive de Csikszentmihalyi. Il dit que sur ces 126 bits par seconde que vous et moi avons, combien de ces bits suis-je capable de consacrer à l'objet de ma concentration? Sur les 126 bits, combien puis-je consacrer à l'objet de ma concentration? Puis-je en donner 80, 90, 100? Vous ne pouvez pas donner les 126 bits entiers car vous devez au moins être conscient de votre propre existence. Vous respirez, vous êtes conscient de l'environnement. Une certaine conscience environnementale est toujours présente. Donc peut-être 100, 110 bits que vous pouvez consacrer à l'objet de la concentration. Si vous y parvenez, c'est une concentration parfaite. Un signe d'une bonne concentration est que vous oubliez tous les autres problèmes dans la vie. C'est vrai, vous pouvez avoir de nombreux problèmes, des problèmes à la maison, des soucis de santé, peut-être des inquiétudes liées à votre carrière, peu importe, même des soucis liés à l'environnement dans lequel vous travaillez. Mais si vous êtes en état de flow à ce moment-là, vous aurez tendance à oublier tout ça, c'est une caractéristique de la concentration. Comment ça se fait? La réponse est simple. Parce que vous n'avez pas plus de 126 bits par seconde. Donc votre esprit ne s'attardera pas sur ces problèmes si vous consacrez la plupart de ces bits à l'objet de votre concentration. Cette capacité incroyable. Swami Vivekananda a dit « Pour moi, l'essence même de l'éducation est la concentration de l'esprit, et non l'accumulation de faits. La différence entre une personne ordinaire et une personne extraordinaire réside dans le degré de concentration. » Et vous savez, quand j'ai lu ça il y a longtemps, en lisant les écrits de Swami Vivekananda, je n'étais pas tout à fait convaincu parce que je pensais que la différence entre une personne ordinaire et une personne extraordinaire reposait sur tant de dimensions de la personnalité. Pourquoi seulement la concentration? Et un jour, j'ai eu une révélation. J'ai rencontré un autre Swami. Il était également un ancien élève de l'Institut indien de technologie. Et il étudiait. Il était là, assis sur le lit, les jambes étendues, devant lui, posé là en lisant un livre. Et j'arrive devant lui et lui demande, en hindi, « Que lis-tu » Pas de réponse, il continue à lire. Je suis juste devant lui, mais il ne me voit pas, il lit. Je lui demande à nouveau, pas de réponse. Je me penche alors en avant, et vous savez, ses jambes étaient étendues devant lui. Je vois son pied et son gros orteil. Je l'attrape et je le secoue. Que lis-tu? Vous n'allez pas le croire, il ne l'a même pas senti. Sa concentration sur le livre était tellement intense. Mais maintenant vous comprenez, sur 126 bits, peut-être que 120 étaient consacrés à ce livre. Il ne pouvait pas sentir quelqu'un le toucher. Quand je suis arrivé et que je me suis avancé et que j'ai juste levé le livre pour voir le titre, il a eu un sursaut. Ce qui montre à quel point sa concentration était intense. Quand vous êtes en état de flow, les heures semblent passer très vite. Vous savez, quand vous levez les yeux et regardez l'horloge, vous réalisez que 2 ou 3 heures se sont déjà écoulées, mais vous n'avez pas l'impression d'être resté assis pendant tout ce temps. Ça, c'est l'état de flow. Avec une profonde concentration, le temps semble filer. Mais si vous n'avez pas une concentration profonde, le temps semble s'étendre. Sachez cela. Si vous aimez le sujet, et que vous êtes totalement immergé dedans, et vous vous coupez de tout le reste dans la vie, alors ça ne peut pas être ennuyant. Parce que lorsque vous entrez dans cet état de flow, c'est très agréable. C'est profondément satisfaisant. Vous savez ce qui est ennuyant? Ce qui est difficile? Si vous consacrez qu'une partie de ces 126 bits, peut-être 50 ou 60 bits, et que le reste est toujours libre, alors vous commencez à penser au bon temps que vous pourriez passer à regarder la télévision ou à jouer aux jeux vidéo, et vous êtes là à étudier la physique. Ça, c'est ennuyant et agaçant. Ou, vous savez, ce jeune qui peut regarder un match de foot pendant des heures de suite. Il ne se plaint pas de la chaleur ou des moustiques qui le piquent. Il ne se plaint pas. Mais au moment où vous le mettez devant ses devoirs, il dira « Comment vous faites? Il fait chaud, il y a des moustiques. Comment pourrais-je étudier ?» Ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de ces 126 bits est absorbée par le match de foot. Et il ne ressent pas l'inconfort de la chaleur ou des moustiques. Mais quand il fait quelque chose qu'il n'aime pas, la plupart de sa capacité cognitive est libre. Et elle va se tourner vers tout ce qui attire son attention, comme les moustiques ou autre chose. Je me souviens, quand on méditait à Bel Urmat, les moustiques régnaient en maître. Surtout pendant une méditation, vous ne pouvez rien faire contre un moustique. Même un seul moustique peut ruiner votre méditation. Et parfois, je voyais des moines, tôt le matin. Ils portaient une sorte de robe. Ils l'ouvraient et la mettaient devant leur visage, comme un voile, pour empêcher les moustiques d'entrer. Mais si un moustique entre là-dedans, alors vous êtes dans un sacré pétrin. C'est comme si il y avait un combat à l'intérieur.
Et j'ai lu sur Swami Vivekananda. Girish Ghosh, le célèbre écrivain, raconte comment il a vu Vivekananda assis en pleine méditation. Et son visage était noir, couvert de moustiques. Il ne les ressentait pas. Il était tellement absorbé intérieurement qu'il ne restait plus rien de son attention. Bien sûr, il le sentira quand il aura terminé, son visage sera gonflé par les piqûres de moustiques, mais à ce moment-là, il ne le ressent pas. C'est exactement ce qui nous arrive, à un degré moindre peut-être, quand nous étudions ou travaillons sur quelque chose qui absorbe la majorité de notre capacité cognitive. Si vous étudiez sans ce flow, sans cette concentration, c'est bien plus fatigant. Et à chaque minute, vous ressentez le besoin de prendre une pause café ou d'aller faire une promenade ou autre chose. Parce qu'il vous reste cet excédent cognitif qui vous rappelle que vous souffrez, que vous faites quelque chose d'ennuyeux et vous incite à vous lever. Quand ce surplus n'est pas là, vous passez un très bon moment, vous vous oubliez. Cet auteur, Madame Winifred Gallagher, a fait des recherches sur l'attention et a écrit un livre. À un moment, elle a dit « Elle n'a aucun lien avec la mission Ramakrishna. Elle ne connaît absolument rien de tout ça, du moins je ne crois pas. » Elle a dit « Le meilleur symbole que j'ai trouvé pour la concentration est ce cobra. Vous savez, avec le capuchon sur la nuque. Le meilleur symbole. » J'étais stupéfait, vous savez, c'est exactement la même idée que Swami Vivekananda met en avant, comme symbole de la concentration. C'est d'ailleurs le symbole de la mission Ramakrishna, que Swami Vivekananda a conçu lui-même. Le soleil, qui se lève à l'arrière, représente la connaissance. Les eaux ondulantes représentent le travail. Le lotus représente Bhakti, la dévotion. Et le serpent qui entoure le tout symbolise la concentration, la méditation. Donc, par une combinaison de la connaissance, du travail, de la dévotion et de la concentration, méditation, on réalise que le signe représente Paramatman, Dieu, la réalité spirituelle, peu importe comment vous l'appelez. Ok, ça c'est l'idée de base. Mais si je vous montre cela, c'est juste pour le serpent. Et quelle en est la raison? Parce qu'elle dit que tous les éléments centraux de la concentration sont présents dans le cobra. Voilà ce qu'il faut retenir de ça. Quels sont les éléments centraux? Souvenez-vous de ça. Cette image du serpent. D'abord, une concentration mentale intense sur un sujet. Que fait le cobra lorsqu'il va attraper un rat ou une grenouille? Il se concentre, vous voyez? Une concentration intense. Donc, concentrez-vous totalement sur un sujet. Que ce soit le livre ou la tâche sur laquelle vous travaillez. Concentrez votre esprit sur ça. Une concentration absolue sur le sujet. Deuxièmement, déployez votre capuchon pour bloquer toute distraction. Le capuchon du cobra s'ouvre pour bloquer les distractions. Bien sûr, le cobra n'ouvre pas son capuchon pour bloquer les distractions ou autres, mais c'est l'interprétation que nous lui donnons ici. Avez-vous remarqué comment les enfants étudient? Pourquoi les jeunes enfants? Il y a un an, en fait il y a 2 ans, j'étais à l'Institut indien de technologie, j'étais à la bibliothèque, et j'ai vu plusieurs garçons et filles qui étudiaient de la même manière. Avez-vous remarqué comment ils étudient? Ou comment peut-être certains d'entre vous étudient? Le livre est là et ils se mettent comme ça. Que font-ils là? Inconsciemment, ils se coupent du monde extérieur. C'est une autre facette de la concentration. Vous récupérez autant que possible des 126 bits par seconde qui sont éparpillés ici et là. Vous les rassemblez et les concentrez ici. C'est tout à fait naturel. Ce capuchon est déployé pour bloquer les distractions et maintenir une concentration ininterrompue. Durant quelques secondes, tout le monde peut le faire. Quelques minutes, tout le monde peut le faire. Mais durant des heures et des heures et des heures, à maintenir cette concentration sans écart, il y a 3 éléments essentiels. Engagez votre esprit, rassemblez les bits, éparpillez partout dans votre vie, sur différents sujets dans votre vie, et concentrez-les ici, et maintenez-les. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce discours, c'est ça. C'est la découverte centrale de la psychologie positive sur la concentration. Laissez-moi vous guider à travers ce schéma. Nous le relirons ensuite au yoga et conclurons. Mais c'est l'essentiel. Qu'est-ce que ça dit? L'idée de base est que si vous voulez atteindre la concentration, il y a 2 dimensions dont vous devez vous occuper. La première, c'est vos compétences. Quelle que soit l'activité, vos compétences. Et la seconde est le défi auquel vous êtes confronté. Prenons l'exemple d'un joueur de tennis qui est débutant. Lorsque vous commencez le tennis, à vos débuts, c'est déjà un exploit de simplement renvoyer une balle de service. Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que ça. Et si vous jouez contre un champion régional ou national, que se passe-t-il? Le défi est trop grand. Vos compétences sont faibles.
Et le résultat est que vous êtes inquiet ou anxieux. Vous ne pouvez pas le faire, c'est trop. Un professeur qui enseigne les maths, peut-être une équation différentielle, entre dans une classe pour la première fois. C'est un nouveau professeur ou un professeur adjoint. Ses compétences pédagogiques ne sont pas encore très développées et il fait face à une classe pour la première fois. Et le défi est élevé car les élèves ont un haut niveau. Donc il ressent de l'anxiété. Mais à mesure que ses compétences s'améliorent, tout comme le joueur de tennis qui s'entraîne ou le professeur qui continue d'enseigner, ce qui se passe, c'est que ses compétences s'améliorent, la difficulté reste la même et l'anxiété diminue. Cette anxiété se transforme en excitation, dans le sens où il est prêt à relever le défi, puis il atteint l'état de flow. C'est équilibré. Voici un canal où les compétences et la difficulté sont en adéquation. Maintenant, le joueur de tennis peut renvoyer la balle de service, et cela le rend heureux. Lorsqu'il renvoie le service, il est heureux. Il atteint l'état de flow durant un court instant. Il existe donc un canal où la difficulté et vos compétences sont alignées. Si vos compétences sont très élevées et que la difficulté est faible, par exemple, si vous êtes un champion d'État au tennis et que vous devez simplement vous entraîner à la volée, cela est vraiment facile pour vous. C'est mécanique et vous vous sentez indifférent. Il n'y a pas de réaction intérieure, c'est trop facile pour vous et vous vous ennuyez. Mais à mesure que la difficulté augmente, vous revenez dans l'état de flow. Maintenant, regardez cette répartition. Voici le canal idéal où vous êtes en état de flow. Si vous observez un professeur qui enseigne depuis un certain temps, il finit par maîtriser son sujet et il commence à apprécier la classe parce qu'il enseigne bien et les élèves apprécient ça également. Alors il atteint cet état de flow. Après quelques années, 2 ou 3 ans, il commence à maîtriser, sans faire trop d'efforts, et il peut gérer la classe. Le joueur de tennis aussi peut désormais gérer le jeu sans trop d'efforts. Mais au bout d'un moment, il se laisse aller, et finit même par s'ennuyer. À ce stade, il a besoin d'un défi plus élevé pour retrouver l'état de flow. L'idée de base, l'idée cruciale, est que le flow, ce canal de flow, est dynamique. À mesure que vos compétences augmentent, vous devez aussi augmenter la difficulté pour rester dans l'état de flow. Et le fait fondamental réside dans vos 126 bits. Vous devez en investir autant que possible dans l'activité en cours. Ainsi, si vos compétences sont très élevées et que la difficulté est faible, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos 126 bits de capacité cognitive. Vous pouvez gérer facilement, mais cela vous laisse un potentiel inutilisé. Donc, pour être en état de flow et être pleinement concentré, il vous faut un équilibre dynamique entre le défi que vous affrontez et vos compétences. Ensuite, il y a la Bhagavad Gita. Et voici ce que Swami Vivekananda dit. La Gita enseigne que tout travail doit être fait ainsi, de la même manière dont vous travaillez en laboratoire ou étudiez. À travers le yoga, vous êtes uni à votre nature spirituelle. Sur cette base, réalisez toute action en étant pleinement concentré. Et ajoutez à cela, de ne pas chercher de récompense personnelle. Il y a certaines choses présentes ici qui n'ont pas encore été étudiées en psychologie positive. Par exemple, lorsque vous êtes trop concentré sur le résultat, vous voulez obtenir quelque chose de ce que vous faites. D'une certaine façon, cela bloque votre concentration. Je crois que quelque part dans une interview, Sachin Tendulkar parle des secrets de la frappe au cricket. Il a dit « Lorsque je veux vraiment bien jouer, je ne regarde pas le tableau des scores. Je me concentre sur mon jeu et j'évite consciemment de regarder le tableau. Surtout quand je me rapproche des 100 points, je m'efforce consciemment de ne pas regarder le tableau des scores. Parce que, à ce moment-là, peu importe à quel point vous voulez vous concentrer sur le jeu, vous sentirez la pression de vouloir marquer quelques points de plus pour avoir les 100 points. Et c'est à ce moment-là que la plupart des batteurs font des erreurs. Il semble donc que la recherche du résultat crée une division dans la conscience, empêchant une concentration complète. Ça semble limiter votre capacité à utiliser pleinement les 126 bits dans l'objet de votre concentration. Swami Vivekananda insiste également sur ça. Il dit « En plus du développement de la concentration, nous devons développer la capacité de détachement. Nous devons apprendre non seulement à concentrer notre esprit sur une chose de manière exclusive, mais aussi à le détacher instantanément et à le diriger sur autre chose. Beaucoup d'entre vous ont une bonne concentration, sinon vous ne seriez pas là. Mais il y a une capacité à pouvoir détacher son esprit d'une chose et à la placer complètement sur une autre. C'est une capacité indispensable. Il me semble avoir lu concernant Napoléon qu'il pouvait accomplir plein de choses en même temps. Écrire des lettres à Paris, sur la construction de ponts, écrire sur le nouveau système financier,
écrire des lettres sur la direction des forces militaires en bataille, et ainsi de suite. Quelqu'un lui a demandé « Comment faites-vous tout ça ?» Il a répondu « Vous voyez, j'ai comme un meuble dans mon esprit, avec des tiroirs. Et quand je veux parler de quelque chose, par exemple, de l'armée, j'ouvre ce tiroir et je ferme tous les autres. Quand je veux parler de finances, je ferme les autres tiroirs et j'ouvre celui-ci, celui des finances, et ainsi de suite. Et lorsque je ferme tous les tiroirs, je m'endors. » Il avait la capacité de s'endormir à tout moment. C'était un esprit remarquablement organisé, mais cela montre bien la structure de son esprit. Et cela fait sens avec ce que nous avons étudié ici. Et Swami Vivekananda dit dans une citation célèbre, « L'éducation, c'est la concentration de l'esprit. Si je devais recommencer mon éducation et que j'avais mon mot à dire, je ne m'intéresserais pas aux faits. Je développerais le pouvoir de la concentration et du détachement. Puis avec cet instrument parfait, je pourrais collecter des faits à volonté. » Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que maintenant vous avez appris quelques techniques, quelques conseils pour mieux utiliser notre cerveau de façon efficace, pour être mieux productif dans la vie. C'est hyper important de maîtriser ton cerveau parce que souvent la majeure partie des gens, c'est leur cerveau qui les détruisent en commençant par la pensée. Parce que j'ai l'habitude de dire que ce sont nos pensées qui dictent en réalité nos actions. Donc si tu maîtrises très bien tes pensées, tu vas maîtriser tes actions, tu vas maîtriser tes habitudes. Et si tu as de bonnes habitudes, tu auras une destinée qui est prospère. D'accord? Donc apprenez encore à maîtriser votre cerveau, à avoir des pensées positives. Ça peut radicalement changer votre vie, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo avec les autres parce que ça peut changer la vie des gens. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Ibrahima Faye, coach en développement personnel. Dans ma chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, de l'investissement, mais surtout le développement personnel. Si ces thématiques vous intéressent, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Abonnez-vous et comme d'habitude, on avance ensemble. Merci.